J'ai construit mon empire sur 2 principes. Faites confiance à votre instinct et vérifiez tout. En ce matin de septembre étouffant, les 2 principes étaient sur le point d'être testés. Mon téléphone a vibré à 7h45. Robert Finlay, mon chauffeur personnel depuis 12 ans, semblait paniqué. Madame Blackwood, je suis tellement désolé. La voiture ne démarre pas, batterie à plat. Je vous appelle un VTC tout de suite. Vous arriverez quand même à la réunion de 9h30. Je n'ai pas paniqué. J'avais 40 minutes. Clearwater Développement attendait ma signature pour un contrat de 3,2 millions de dollars. J'ai attrapé ma mallette et j'ai marché vers le portail de mon domaine de Paradise Valley. Le garde de sécurité a hoché la tête alors que j'approchais. Madame, le VTC attend dehors. J'ai confirmé la plaque d'immatriculation du chauffeur. Notre communauté fermée n'autorisait pas les chauffeurs de VTC à franchir l'entrée sans confirmation du résident via un code QR. J'ai franchi le portail sous la chaleur de l'Arizona, une berline grise tournée au ralenti au bord du trottoir. J'ai ouvert la porte arrière et me suis glissé sur la banquette arrière, sortant déjà mon téléphone pour revoir les termes du contrat. Bonjour, madame. La voix du chauffeur m'a fait figer. J'ai levé les yeux. Mon souffle s'est coupé. L'homme derrière le volant était Samuel Brooks, mon ancien jardinier, celui qui s'occupait des roses et des agrumes de mon domaine pendant 3 ans. Celui que ma belle-fille avait renvoyé 2 mois auparavant. Samuel, dis-je lentement. Il m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, son expression nerveuse. Oui, madame. C'est moi. J'ai posé mon téléphone. Je ne savais pas que vous conduisiez pour un VTC maintenant. J'ai dû trouver du travail après. Il s'interrompit, serrant fermement le volant. Après avoir été licencié. La climatisation bourdonnait. Dehors, le désert s'étendait à l'infini vers Scottsdale. Samuel, dis-je prudemment. Pourquoi avez-vous été licencié? On m'a dit que vous aviez falsifié votre feuille de temps. Sa mâchoire se serra. Il ne répondit pas immédiatement. Nous sommes entrés sur l'autoroute, direction sud vers Phoenix. Finalement, il parla. Madame, je n'ai rien falsifié. C'est ce qu'ils ont dit pour se débarrasser de moi. Mais la vraie raison? Il hésita. La vraie raison, c'est que j'ai entendu quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Mon pouce accéléra. Que voulez-vous dire? Les mains de Samuel tremblèrent légèrement sur le volant. Il y a environ 2 mois, je taillais le bougainvillier devant la fenêtre du salon. La fenêtre était ouverte. J'ai entendu votre belle-fille au téléphone. Elle a dit. Il fit une pause, avalant difficilement. Elle a dit, je t'aime aussi. Richard ne se doute de rien. Une fois que Dorothy aura signé, il sera trop tard. Les mots me frappèrent comme un coup physique. À qui parlait-elle, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Je ne connais pas son nom, dit Samuel. Mais je l'ai vu 2 fois à la maison après ça. Les 2 fois, votre belle-fille l'a présenté comme un conseiller juridique. L'homme avait environ 45 ans, portait des costumes coûteux, et il avait une tache de naissance distinctive, brun foncé, de forme ovale sur le côté droit de son cou, juste derrière son oreille. Je fixai l'arrière de la tête de Samuel, mon esprit s'emballant. 2 semaines après que j'ai entendu cette conversation, continua Samuel, votre belle-fille m'a de nouveau surpris près de la fenêtre. Elle m'a accusé d'espionnage. La semaine suivante, j'ai été licencié. Derek Walsh, le responsable des ressources humaines, m'a montré une feuille de temps avec ma signature, mais je ne l'ai jamais signée. Ils ont dit que j'avais falsifié mes heures pendant des mois. Mes mains étaient froides malgré la chaleur du désert. Samuel, dis-je doucement. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Il croisa mon regard dans le rétroviseur. Parce que je pense que vous êtes en danger, madame. Et parce que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je restais silencieux. Nous nous sommes arrêtés devant la tour de bureau du centre-ville de Phoenix. L'équipe Clearwater attendait à l'intérieur. J'ai tendu ma carte à Samuel. Appelez-moi cet après-midi, 14h. Je veux tout entendre. Il a hoché la tête, son expression reconnaissante. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers le bâtiment. Mon contrat de 3 millions de dollars me semblait soudain insignifiant. Si Samuel disait la vérité,
depuis combien de temps ma belle-fille nous trompait-elle tous? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 14e étage. Je suis entré dans la salle de conférence de Blackwood Manufacturing à 9h30, précise, ma mallette dans une main, mon calme soigneusement intact. Monsieur Patterson et son équipe de Clearwater Développement se sont levés à mon entrée. 3 hommes en costume sur mesure, des portfolios en cuir, des tasses de café ouvertes fumant sur la table en acajou poli. Madame Blackwood, dit Patterson, tendant la main. Merci d'avoir pris le temps. Pas du tout, ai-je répondu. Ce partenariat est important pour nos deux entreprises. Nous nous sommes assis, le contrat reposant sur la table entre nous, 3,2 millions de dollars pour étendre les opérations de Blackwood Manufacturing en Californie et au Nevada. L'assistante de Patterson, Caroline, a lancé une présentation, graphique, projection, prévision de revenus. Comme vous pouvez le voir, commença Patterson, le marché de la côte ouest affiche une augmentation de 23% de la demande de composants industriels. Avec notre capacité de fabrication et votre réseau de distribution, nous envisageons des rendements de 8 à 12 millions sur 3 ans. J'ai hoché la tête, les yeux fixés sur l'écran, mais je ne pouvais pas me concentrer. Les mots de Samuel résonnaient dans mon esprit. Je pense que vous devriez savoir quelque chose sur votre belle-fille, Madame Blackwood. J'ai cligné des yeux. Patterson attendait. Je suis désolé, dis-je. Pourriez-vous répéter ça? Le calendrier de paiement, des décaissements trimestriels sur 18 mois. Est-ce acceptable? J'ai jeté un coup d'œil au calendrier. Oui, c'est bon. Mais mon esprit était ailleurs. L'homme avec la tache de naissance, l'appel téléphonique entendu. Une fois que Dorothy aura signé, il sera trop tard. Que étais-je sur le point de signer? Caroline glissa un document sur la table. La page 12 décrit la clause d'indemnisation. Je scannai la page. Mes yeux passèrent sur les mots, mais je ne les assimilais pas. Je pensais à Nathalie, au consultant juridique que Samuel avait décrit. Madame Blackwood, vous vous sentez bien? La voix de Patterson était inquiète. J'ai redressé mes épaules. Je vais bien. Juste une longue matinée. Nous avons discuté de la responsabilité, de l'assurance, des calendriers de livraison. J'ai répondu aux questions. J'ai négocié des ajustements. En apparence, j'étais la même Dorothy Blackwood qui avait bâti cette entreprise. Concentrée, vive, en contrôle. Mais à l'intérieur, mon esprit s'emballait. Finalement, Patterson posa un stylo devant moi. Si tout est bon, nous sommes prêts à procéder. J'ai pris le stylo. Le contrat était légitime. J'avais revu chaque page. Mais en signant mon nom, Dorothy Blackwood, PDG, j'ai pensé à l'avertissement de Samuel. Nathalie essayait-elle de me piéger pour que je signe autre chose? J'ai posé le stylo. Patterson a souri. Nous nous sommes serrés la main. C'est le début de quelque chose de grand, a dit Patterson. Mais en retournant à mon bureau, je ne pouvais penser qu'à l'avertissement de Samuel. À 14 heures, j'étais assise dans une cabine d'Anglo-Phénician Resort, surplombant Camelback Mountain. Frank Morrison est arrivé 5 minutes plus tard, portant une mallette en cuir mince. Frank était mon détective privé depuis 12 ans. Discret, minutieux, cher. Dorothy, dit-il, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. La voix de Samuel dans l'ascenseur, l'appel téléphonique entendu, l'homme avec la tache de naissance, les réunions suspectes, le licenciement. Frank écouta sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a sorti un bloc-notes. Vous voulez que j'enquête sur Nathalie? Oui, mais prudemment. Je ne veux pas que Richard le sache. Pas encore. Frank hocha la tête. J'aurai besoin de 3 à 4 jours. Je vérifierai les images de surveillance des caméras publiques près de votre résidence et autour de Quirin-Common. Je consulterai les dossiers financiers de Nathalie et Richard. Je chercherai les activités récentes, les relevés téléphoniques si je peux y accéder légalement, les réunions. Comment ferez-vous cela sans l'alerter? J'ai des contacts, des sociétés de sécurité, des agents de conformité bancaire. Je lui ai tendu une photo de Nathalie. L'homme que Samuel a décrit, environ 45 ans, tache de naissance sur le côté droit du cou. Pouvez-vous l'identifier?
S'il est allé à votre résidence ou a rencontré Nathalie en public, je le trouverai. J'ai aussi besoin que vous organisiez une réunion avec Samuel demain. 9h, Starbucks réserve à Quirin-Common. Je veux entendre chaque détail. Franck a pris une note. Je serai à proximité au cas où vous auriez besoin de renfort. Je me suis levé. Merci, Franck. Dorothy, dit-il doucement. Si Samuel a raison, ça pourrait mal tourner. Je sais. Ce soir-là, je suis rentré à la maison. Nathalie et Richard dînaient dans la salle à manger formelle. Je les ai regardés depuis l'embrasure de la porte. Nathalie a ri à quelque chose que Richard avait dit. Elle a touché sa main de l'autre côté de la table. Elle semblait radieuse dans une robe bleu pâle. Richard lui a souri, le même sourire qu'il avait depuis leur mariage il y a 5 ans. Je suis entré dans la pièce. Bonsoir, maman. Richard se leva en tirant une chaise. Rejoins-nous. Nathalie a fait du poulet piccata. Je me suis assise. Nathalie m'a servi une assiette. Comment s'est passée ta journée, maman, demanda Richard. Productive, dis-je. Nous avons signé le contrat Clearwater. C'est merveilleux, dit Nathalie d'un air vif. 3 millions, n'est-ce pas? Je l'observais attentivement. Elle tenait son verre de vin d'une main ferme. Son sourire ne faiblissait jamais. Mais quand son téléphone a vibré sur la table, elle y a jeté un coup d'œil, et juste une fraction de seconde, son expression a changé. Réservée, tendue. Elle a retourné le téléphone. Excusez-moi, dit-elle. Je dois vérifier le dessert. Elle a quitté la pièce, emportant son téléphone avec elle. Richard n'a pas remarqué. Il parlait d'un contrat de fournisseur, mais j'ai remarqué. J'ai pensé au mot de Samuel. L'homme avec la tache de naissance. Une fois que Dorothy aura signé, il sera trop tard. J'ai regardé la chaise vide de Nathalie. Demain, j'aurai des réponses. Si Samuel avait raison, comment dire à Richard que sa femme nous trahissait tous? Mardi matin à 9h, je suis arrivé au Starbucks réserve de Quirin-Common. Samuel Brox était déjà là, assis à une table de coin près de la fenêtre. Une casquette de baseball tirée bas sur son visage. J'ai commandé un café et les rejoints. Merci d'être venue, Madame Blackwood, dit-il doucement. Merci de me faire confiance, ai-je répondu. Samuel sortit une enveloppe usée de la poche de sa veste. À l'intérieur se trouvaient 2 objets, une photo de son ancien horaire de travail prouvant qu'il avait bien été sur place les jours qu'il avait déclarés. Et un reçu imprimé d'un fournisseur de caméras de sécurité prouvant qu'il avait demandé l'installation d'une caméra personnelle après s'être senti en danger. Au cas où vous ne me croiriez pas, dit-il. J'ai mis l'enveloppe de côté. Je vous crois, Samuel. Maintenant, racontez-moi tout. Commencez par le début. Il prit une inspiration. 10 juin, vers 14h. Je taillais les bougainvilliers devant la fenêtre du salon. La fenêtre était entr'ouverte à cause de la chaleur. J'ai entendu votre belle-fille au téléphone. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, je t'aime aussi. Richard ne se doute de rien. Il faut juste être patient. Puis elle a ri. Ce n'était pas la façon dont elle parle à Monsieur Richard. Mon estomac s'est serré. 17 juin. Un homme est venu à la maison. Votre belle-fille me l'a présenté comme un conseiller juridique. Ils sont allés dans le bureau pendant environ 1 heure. Quand ils sont sortis, elle l'a raccompagné à sa voiture. J'arrosais les plantes de l'allée. Je les ai vus debout, proches. Trop proches. Décrivez-le. Environ 45 ans, grand, peut-être un M85, costume gris, chaussures chères, cheveux foncés commençant à grisonner aux tempes, et il avait une tache de naissance brun foncé de forme ovale, de la taille d'une pièce de 25 cents, ici. Samuel toucha le côté droit de son cou juste derrière son oreille. Quand il a tourné la tête au soleil, c'était très visible. J'ai pris une note mentale. Franck aurait besoin de cette description. 24 juin, le même homme est revenu. Cette fois, il a apporté un portfolio en cuir avec un logo dessus. Je l'ai reconnu. C'était le logo de Blackwood Manufacturing. Mon sang se glaça. Vous dites qu'il travaille pour mon entreprise.
Je crois que oui, madame. Je n'ai pas vu son nom, mais le portfolio venait certainement de votre bureau. Samuel continua. 8 juillet, je travaillais près du Poulaos. Je les ai entendus parler sur la terrasse. L'homme a dit quelque chose sur la procuration et le transfert d'actifs. Votre belle-fille a dit, une fois que Dorothy aura signé, nous aurons tout. J'ai serré le bord de la table. 15 juillet. Votre belle-fille m'a surpris près de la fenêtre. Elle m'a accusé d'espionnage. J'ai essayé d'expliquer que je travaillais juste, mais elle avait l'air en colère, effrayée. Et puis le 8 août, Derek Walsh m'a appelé à son bureau. Il m'a montré une feuille de temps avec ma signature, mais je ne l'ai jamais signée. Il a dit que j'avais falsifié mes heures pendant des mois. J'ai essayé d'expliquer, mais il m'a coupé la parole. Il a dit que j'étais licencié immédiatement. La sécurité m'a escorté dehors. La voix de Samuel se brisa légèrement. J'ai perdu mon emploi, mes revenus. Je n'ai pas pu trouver de travail pendant 6 semaines à cause du licenciement sur mon dossier. C'est pourquoi je conduis pour VTC maintenant. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai serré la sienne. Je suis tellement désolé, Samuel. Vous disiez la vérité et vous avez été puni pour ça. Il leva les yeux larmoyants. Vous me croyez, madame? Oui, et je vais découvrir qui est cet homme. S'il travaille pour mon entreprise, je le saurai d'ici la fin de la semaine. Samuel expira, le soulagement inondant son visage. Je me suis levé. Rentrez chez vous, Samuel. Restez en sécurité. Je vous appellerai quand j'aurai des réponses. En marchant vers ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Frank Morrison. Frank, j'ai besoin que tu vérifies tous les employés masculins de Blackwood Manufacturing, âgés de 40 à 50 ans. Cherche quiconque a une tache de naissance proéminente sur le côté droit du cou, et recoupe avec quiconque a eu des contacts récents avec Nathalie. La voix de Frank était sombre. Je m'en occupe. J'ai raccroché et j'ai fixé le ciel d'Arizona. Quelqu'un au sein de ma propre entreprise aidait ma belle-fille à me voler, et j'allais découvrir qui. Frank Morrison est arrivé à mon bureau à domicile à exactement 17h le mercredi soir. J'ai regardé l'horloge pendant 20 minutes, incapable de me concentrer sur autre chose. Vous l'avez trouvé, dis-je alors qu'il s'installait sur la chaise en face de mon bureau. Il a ouvert sa mallette et a sorti une photographie, un portrait professionnel de nos dossiers d'employés. Environ 45 ans, sourire confiant, bien soigné, et là, visible même sur la photo, la tache de naissance sur le côté droit de son cou. Marcus Donovan, 43 ans, votre directeur financier, 8 ans chez Blackwood Manufacturing. J'ai fixé la photo. Marcus, notre directeur financier, l'homme que j'avais promu 2 fois. La tache de naissance correspond exactement à la description de Samuel, continua Frank. Et Dorothy. Marcus et Richard sont meilleurs amis depuis 15 ans. Université d'Arizona, même promotion. Richard l'a personnellement recommandé pour le poste de directeur financier. Mes mains étaient froides. Richard l'a recommandé? Oui. Les dossiers des RH montrent que Richard s'est porté garant pour lui. L'a qualifié de digne de confiance, brillant avec les chiffres. Marcus, le meilleur ami de Richard, l'homme que mon fils appelait son frère. Quoi d'autre? Frank a ouvert sa tablette, montrant des images de surveillance. Kirin Common, 15 août, 19h45. La vidéo montrait l'espace de siège extérieur. Nathalie était assise en face d'un homme, Marcus. Ils parlaient doucement, penchés l'un vers l'autre. À un moment donné, il a tendu la main et a pris la sienne. J'ai 40 minutes d'image. Ils sont restés ensemble plus d'1 heure. Je ne veux pas en voir plus. Frank a fermé la tablette. Il y a autre chose. J'ai contacté une source au bureau du notaire du comté. Le 18 août, une procuration a été notariée à votre nom. Elle accorde à Alpha Holding LLC l'autorité de gérer et de transférer vos biens immobiliers. Mon pouls martelait. Je n'ai jamais rien signé. Je soupçonne que les registres du notaire montrent que vous étiez censé être là à 14h30, mais votre calendrier montre que vous étiez à une réunion du conseil d'administration à Phoenix. 40 personnes peuvent le confirmer. La signature est presque certainement falsifiée. J'ai besoin d'un expert en écriture pour vérifier, mais oui,
quelqu'un a créé des documents frauduleux à votre nom et les a fait officiellement notarier. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le paysage désertique. 8 ans. Marcus faisait partie de cette entreprise, partie de notre famille depuis 8 ans. Frank, j'ai besoin que vous travailliez avec Howard Brennan et Barbara Simmons. Howard est mon avocat. Il doit voir cette procuration immédiatement. Barbara peut vérifier si Marcus a manipulé les dossiers financiers. J'ai besoin de tout d'ici samedi. Vous l'aurez. Frank a hésité. Quand le direz-vous à Richard? Quand j'aurai toutes les preuves. Quand il n'y aura plus de doute. Parce que dire à mon fils que son meilleur ami et sa femme conspirent contre nous. Je me suis arrêté, la gorge serrée. Ça va le détruire. Après le départ de Frank, je suis resté seul alors que le crépuscule s'installait. Mes yeux ont dérivé vers la bibliothèque où se trouvaient des photos de famille. Là, dans un cadre argenté, Richard et Marcus en toge de fin d'études il y a 15 ans, les bras autour des épaules l'un de l'autre, souriant à la caméra. J'ai pris le cadre, étudiant le visage de Marcus. Avait-il planifié cela même à l'époque, ou la trahison était-elle venue plus tard, une opportunité à laquelle il n'avait pas pu résister? Marcus, l'homme que mon fils appelle son frère, l'homme à qui j'avais confié nos finances. Comment as-tu pu? J'ai reposé le cadre, la photo de l'employé était toujours sur mon bureau. Le sourire confiant de Marcus se moquant de moi. Demain, je rencontrerai Howard et Barbara. Nous construirions un dossier en béton. Et puis, d'une manière ou d'une autre, je trouverai les mots pour dire à Richard que les deux personnes qu'il aimait le plus l'avaient trahi. Jeudi matin, j'étais assise à mon bureau, examinant le dernier rapport financier de Barbara Simmons, lorsque mon assistante a frappé. Madame Blackwood, votre belle-fille est ici pour vous voir. J'ai levé les yeux, surprise. Nathalie visitait rarement le bureau. Faites-la entrer. Nathalie entra avec son sourire lumineux habituel, portant un portfolio en cuir. Elle portait un blazer crème sur mesure, l'image de la confiance polie. Bonjour, maman, dit-elle chaleureusement. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, répondis-je, lui faisant signe de s'asseoir. Qu'est-ce qui vous amène? Elle s'assit, posant le portfolio sur mon bureau. Je voulais faire un suivi sur la conversation sur la planification successorale que nous avons eue le mois dernier. Richard et moi avons travaillé avec un conseiller financier pour optimiser les actifs de la famille à des fins fiscales. Je gardais mon expression neutre. Continuez. Le conseiller recommande de restructurer certains des biens immobiliers, poursuivit Nathalie, spécifiquement de transférer 3 propriétés dans une fiducie familiale, Alpha Holding LLC. Cela réduirait considérablement notre charge fiscale et protégerait les actifs de toute future litige. Alpha Holding, le nom que Samuel avait mentionné. Que proposez-vous exactement, demandai-je calmement. Nathalie ouvrit le portfolio et glissa un document sur le bureau. Ceci est un formulaire de vérification d'actifs. La banque l'exige pour finaliser la mise en place de la fiducie et approuver une ligne de crédit garantie par les propriétés. Il vous suffit de signer ici confirmant la propriété des 3 propriétés listées. J'ai pris le document, le scannant attentivement. 3 propriétés, Scottsdale, Tampa, Paradise Valley. Valeur totale estimée, 18 millions de dollars. Pourquoi la banque a-t-elle besoin de ma signature, demandai-je. Parce que vous êtes le propriétaire principal, expliqua Nathalie. La banque ne libérera pas l'optimisation fiscale sans confirmation directe. C'est une procédure standard pour la planification successorale à ce niveau. J'ai posé le document. Et quand faut-il le signer? Le sourire de Nathalie se crispa légèrement. Idéalement d'ici la semaine prochaine. La date limite pour les impôts approche, et si nous la manquons, nous perdrons la fenêtre d'optimisation pour cet exercice fiscal. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Je voudrais que Howard Brennan examine ceci avant que je ne signe quoi que ce soit. L'expression de Nathalie vacilla un instant. Bien sûr, mais maman, ce n'est vraiment qu'une formalité. Richard et moi avons déjà tout examiné avec le conseiller. Howard vous dira la même chose. J'en suis sûr, dis-je. Mais je ne signe pas de documents financiers sans avis juridique. Vous comprenez? Nathalie se leva, son sourire fermement en place. Absolument. Je vous laisse ça.
Faites-moi juste savoir quand vous aurez eu l'occasion de l'examiner avec Howard. Elle laissa le portfolio sur mon bureau et sortit. Au moment où la porte se referma, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Howard Brennan. Howard, j'ai besoin de toi dans mon bureau maintenant. 30 minutes plus tard, Howard était assis en face de moi. Le document était étalé sur le bureau entre nous. Ce n'est pas un formulaire de planification successorale, dit Howard sèchement. C'est une vérification d'actifs pour un prêt garanti. Si vous signez ça, vous confirmez qu'Alpha Holding LLC a l'autorité d'utiliser ses propriétés comme garantie pour une ligne de crédit de 15 millions de dollars. Mon estomac se glaça. Et si Alpha Holding fait défaut, vous perdez les propriétés. Je fixai la ligne de signature où Nathalie avait placé un petit onglet jaune. L'avertissement de Samuel résonna dans mon esprit. Une fois que Dorothy aura signé, il sera trop tard. Howard, dis-je doucement. J'ai besoin que vous enquêtiez sur Alpha Holding LLC. Je dois savoir qui en est propriétaire, quand elle a été enregistrée et qui a eu accès au compte. Howard hocha la tête. J'aurai des réponses demain. J'ai regardé par la fenêtre la skyline de Phoenix. Nathalie était désespérée. Elle avait peur que je découvre, ce qui signifiait que je manquais de temps. Samedi matin à 10 heures, mon bureau à domicile ressemblait à une salle de guerre. Frank Morrison, Howard Brennan et Barbara Simmons étaient assis autour de mon bureau, dossiers et ordinateurs portables étalés devant nous. Commençons par ce que nous savons, dis-je. Frank a ouvert sa tablette. Les images de Kirin Common sont définitives. 15 août, 92 minutes ensemble à 20h17. Marcus a embrassé Nathalie. Intime, pas amical. Ils se sont tenus la main tout le temps. Il sortit d'autres documents. 6 réunions sur 3 mois, café, hôtel, toujours quand Richard travaillait ou voyageait. Et j'ai un enregistrement audio du 20 août, l'appel téléphonique de Nathalie. Elle dit « Je t'aime aussi, Marcus ». Richard ne se doute de rien. Les mots restèrent suspendus. Barbara secoua la tête. Howard, mon avocat, ouvrit son dossier. La procuration du 18 août est falsifiée. Un expert en écriture l'a confirmé, une contrefaçon habile, mais pas parfaite. Votre calendrier montre que vous étiez à une réunion du conseil d'administration avec 40 témoins lorsque vous avez soi-disant visité le notaire. Il sortit un autre document. Alpha Holding LLC a été enregistré le 1er août. Marcus Donovan en est le gérant, bien que son nom soit dissimulé via un cabinet d'avocats tiers. Leur plan, transférer vos 3 plus grandes propriétés, 18 millions au total, à Alpha Holding. Ensuite, les utiliser comme garantie pour des prêts. Ils extrairaient les fonds propres en vous laissant avec des actifs sans valeur. Barbara, ma directrice financière adjointe, sembla sombre. Marcus a transféré 200 000 $ des réserves de l'entreprise vers son compte personnel sur 4 mois, déguisé en frais de conseil juridique, mais le cabinet n'existe pas. C'est une coquille vide qu'il a créée. Elle continua, Derek Walsh et les RH ont modifié les dossiers de licenciement de Samuel Brooks. L'original montrait que Samuel avait été licencié à la demande directe de Nathalie sans enquête. Derek l'a modifié pour le faire paraître légitime. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Quelque part dehors, Richard vaquait à son samedi, ignorant que sa femme et son meilleur ami détruisaient tout. Alors, nous avons des preuves vidéo, des confirmations audio, des preuves de détournement de fonds, des documents falsifiés et une conspiration pour voler 8 millions de $, dis-je en me retournant. Quelle est notre prochaine action, Oracle? Howard se pencha en avant. Accusation criminelle, fraude, faux, détournement de fonds. Marcus risque 5 à 7 ans. Nathalie 3 à 5 ans comme complice. Ou régler ça en privé. Les forcer à partir sous menace de poursuite. Plus propre, plus rapide, protège Richard d'un procès public. L'option privée. À quoi ça ressemble? Frank a présenté un calendrier. Demain soir, dites tout à Richard. Montrez-lui les preuves. Puis confrontez Marcus et Nathalie ensemble. Donnez-leur le choix, partir discrètement ou faire face à des accusations. Lundi matin, geler les comptes de Marcus, licencier Derek Walsh, déposer un dossier pour annuler la procuration frauduleuse. Et Nathalie, préparer les papiers de divorce. Pas de règlement, pas d'actifs. Elle part avec rien.
Je les ai regardés. Frank, Howard, Barbara. Des gens loyaux envers moi depuis des années, qui avaient travaillé sans relâche pour découvrir la vérité. Demain soir, 20h. Je le dis d'abord à Richard, seul, avant toute autre chose. Après leur départ, je me suis assis, entouré de preuves de trahison. Mes yeux ont trouvé une photographie sur la bibliothèque. Richard, à 7 ans, souriant à pleines dents, tenant un trophée de débat. Si fier, si innocent. J'ai fait confiance à mon instinct quand Samuel est venu me voir. J'avais tout vérifié, exactement comme j'avais bâti ma carrière. Et maintenant j'avais la vérité. La vérité avait un prix terrible. Demain soir, je briserai le cœur de mon fils pour sauver son avenir. Dimanche soir, 18h, 2 heures avant l'arrivée de Richard. 2 heures avant que je ne brise le monde de mon fils, j'étais assis seul dans mon bureau, l'album photo en cuir ouvert sur mes genoux. Ce soir, j'avais besoin de me souvenir pourquoi ça allait faire si mal. La première photographie, Richard et Marcus il y a 15 ans, jour de remise des diplômes à l'université d'Arizona. Tous deux en toche bleue, toques inclinés avec des airs arrogants, bras autour des épaules l'un de l'autre. Le sourire de Richard était large et fier. Marcus avait l'air presque timide, comme s'il n'en croyait pas sa chance. Je me suis souvenu de ce jour. Les parents de Marcus étaient décédés 2 ans auparavant. Il avait fait ses études grâce à des bourses et des emplois à temps partiel, complètement seul. Quand la cérémonie s'est terminée, il se tenait à l'écart des autres diplômés célébrant avec leur famille. Alors, je me suis approché et je l'ai serré dans mes bras. Tu l'as fait. Tes parents seraient si fiers. Ils m'avaient regardé avec une telle gratitude. Merci, Madame Blackwood, de me traiter comme de la famille. Et je l'avais fait. À partir de ce jour, Marcus faisait partie de nos vies. J'ai tourné la page. Dîner de Noël il y a 10 ans, la longue table dressée avec de la porcelaine et des bougies. Richard et Marcus riant aux extrémités opposées. Marcus avait apporté du vin, m'avait aidé à cuisiner, raconté des histoires sur son cabinet comptable. Avant de partir ce soir-là, il m'a serré dans ses bras. Merci pour ça. Je n'ai nulle part ailleurs où aller pour les fêtes. Vous avez été comme une deuxième mère pour moi. Comme une deuxième mère. J'avais brillé de ça. J'avais été si heureuse de lui donner ce qu'il avait perdu. Une autre page. La photo de mariage il y a 5 ans. Richard en smoking. Nathalie en blanc. Marcus comme témoin d'honneur. Sa main sur l'épaule de Richard. Tous deux souriants. J'entendais encore le toast du dîner de répétition de Richard. Marcus n'est pas seulement mon meilleur ami. C'est le frère que je n'ai jamais eu. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Les invités avaient applaudi. Marcus avait semblé sincèrement ému. Tout cela n'était-il qu'un mensonge, ou quelque chose avait-il changé? Marcus avait-il planifié cela depuis le début, ou la trahison était-elle venue plus tard quand il avait vu une opportunité? J'ai fermé l'album et je l'ai mis de côté. Il y a 8 ans, quand mon directeur financier a pris sa retraite, j'ai proposé le poste à Marcus. Il s'était avéré brillant, il avait mérité la promotion. Richard avait été ravi. Tu vois, maman, je t'avais dit que Marcus était spécial. Spécial. Assez spécial pour falsifier ma signature. Assez spécial pour voler 200 000 $. Assez spécial pour séduire la femme de mon fils. Le coucher de soleil du désert peignait le ciel d'orange et de violet à travers ma fenêtre. Magnifique et rude comme tout en Arizona. Dans 2 heures, Richard s'assiérait ici et je lui dirais que sa femme avait une liaison avec son meilleur ami. Que ensemble ils avaient prévu de voler 18 millions de $. Que les 2 personnes qu'il aimait le plus l'avaient trahi pendant des mois. Mon fils serait dévasté 2 fois. Non seulement une femme infidèle, mais son frère. L'homme en qui il avait eu confiance depuis l'université. L'homme qui s'était tenu à ses côtés à son mariage. J'ai sorti mon journal du bureau et j'ai écrit, parfois, aimer son enfant signifie lui dire la vérité qui lui fera du mal. Cela signifie faire confiance qu'il est assez fort pour guérir. Cela signifie choisir son avenir plutôt que son bonheur présent. Richard était fort. Il avait hérité de ma résilience. Il survivrait à ça. Il reconstruirait.
Mais d'abord, il devait savoir. J'ai appelé le numéro de Richard. Il a répondu joyeusement. Salut, maman. Quoi de neuf? Richard, peux-tu venir à la maison ce soir vers 20h? Juste toi. J'ai besoin de te parler seul. Une pause. Tout va bien? Je vais bien, mais il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. Dois-je m'inquiéter? Oui, tu devrais être terrifié. Viens juste à 20h, ma chérie. D'accord, je serai là. Après avoir raccroché, je me suis assise dans l'obscurité grandissante, l'album à côté de moi. Je l'ai ouvert une dernière fois sur cette photo de remise des diplômes, Richard et Marcus jeunes, et pleins d'espoir, croyant que leur amitié durerait éternellement. J'ai refermé l'album doucement. Ce soir, tout change. Tout finit. Je suis désolé, Richard. Je suis désolé que Marcus se soit avéré être quelqu'un en qui nous ne pouvions pas avoir confiance, mais je ne le laisserai pas te détruire. Même si te dire la vérité te brise le cœur. Si vous êtes toujours là, dites-moi dans les commentaires si, à ma place, au bord d'une vérité qui pourrait briser le cœur de votre enfant, vous lui diriez tout ou resteriez silencieux pour le protéger. Et veuillez noter que la prochaine partie de cette histoire contient des éléments dramatisés à des fins de réflexion et de narration. Si vous ne souhaitez pas continuer, vous êtes libre d'arrêter de regarder ici. Richard est arrivé à exactement 20h. Quand j'ai ouvert la porte, son visage était tendu d'inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui se passe? » « Entre. Parlons dans le salon. » Je l'ai conduit dans le petit salon privé et j'ai fermé la porte. « Assieds-toi, Richard. J'ai quelque chose de difficile à te dire. » Il s'assit sur le canapé, me regardant attentivement. « Tu me fais peur. Tu te souviens de Samuel Brox? Il s'occupait de nos jardins. Le type qui s'est fait virer pour avoir falsifié des feuilles de temps. C'est ce que Nathalie nous a dit. Mais Richard. Samuel n'a pas été viré pour fraude. Il a été viré parce qu'il a découvert quelque chose que Nathalie ne voulait pas que quiconque sache. Les sourcils de Richard se froncèrent. Que veux-tu dire? J'ai pris une profonde inspiration. Richard, Nathalie a une relation avec quelqu'un d'autre. Pendant 3 secondes, il ne bougea pas. Puis il se leva brusquement. Quoi? Non. C'est impossible. D'où ça vient? Samuel a entendu des conversations. J'ai engagé Frank Morrison pour enquêter. Nous avons des preuves, des images de surveillance, des enregistrements audio. Il pourrait mal interpréter quelque chose. Peut-être qu'elle rencontrait un ami. Richard. J'ai sorti mon iPad. Tu as besoin de voir cette vidéo de surveillance de Quirin-Common, 15 août. Ses mains tremblèrent. Je ne veux pas. Tu dois. J'ai appuyé sur Play. La vidéo montrait l'espace extérieur de Quirin-Common, des lumières jaunes au-dessus. Horodatage 19h45. Nathalie était assise à une table d'angle dans sa robe bleue. En face d'elle, un homme en costume gris se penchait en avant, parlant intensément. À 19h52, Nathalie a ri. Elle a tendu la main à travers la table et a touché la sienne, doigts entrelacés. À 19h58, l'homme s'est penché plus près. Il a pris son visage dans ses mains et l'a embrassé. Pas un baiser amical. Long, intime. 5 secondes, 6, 7. Quand ils se sont séparés, Nathalie souriait, heureuse. La vidéo a continué. Ils étaient assis proches, parlant, se touchant. À 20h04, ils ont marché vers le parking, son bras autour de sa taille. J'ai arrêté la vidéo. Le visage de Richard était devenu blanc. Ses mains tremblaient. Non, ce n'est pas possible. Je suis désolé, chérie. Peut-être que ce n'est pas ce que ça a l'air, Richard. Nous avons aussi un enregistrement audio du 20 août. Elle lui dit qu'elle l'aime. Elle dit, tu ne te doutes de rien. Il s'effondra, enfouissant son visage dans ses mains, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Je me suis assise à côté de lui, passant mon bras autour de lui. Pendant 5 longues minutes, j'ai tenu mon fils pendant qu'il pleurait. Finalement, sa voix est sortie, rauque et brisée. Qui est-ce? Je redoutais ce moment. Richard.
Qui est-ce, maman? J'ai pris une profonde inspiration. C'est Marcus. Marcus Donovan. Un silence terrible et complet. Puis Richard m'a regardé, le visage mouillé de larmes, l'expression pleine d'incompréhension. Marcus? Mon Marcus? Mon meilleur ami? J'ai hoché la tête. Marcus Donovan, le type qui s'est tenu à mes côtés à mon mariage, que j'ai fait entrer dans cette famille, dans l'entreprise. Il m'a regardé avec des yeux dévastés. Pourquoi ferait-il ça? Je n'avais pas de réponse qui aurait atténué la douleur. Richard s'est levé brusquement, trébuchant vers le mur. Il a glissé jusqu'à s'asseoir par terre, secouant la tête. Ma femme, mon meilleur ami, tous les deux. Il a remonté ses genoux, les serrant dans ses bras. Marcus, le frère que je n'ai jamais eu. Sa voix s'est complètement brisée. Richard, il y a plus. Il ne s'agit pas seulement de l'affaire. Plus? Son rire était amer, brisé. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Richard était assis sur le bord du canapé, fixant ses mains. 10 minutes s'étaient écoulées depuis que je lui avais montré la vidéo. Son visage était pâle, sa respiration irrégulière. Il y a plus, dis-je doucement. Il leva les yeux rouges. Plus. J'ai ouvert un deuxième dossier qu'Howard avait préparé, et je l'ai glissé sur la table basse. Ce n'est pas juste une liaison, Richard. C'est du vol. De la fraude. Une conspiration soigneusement planifiée. Richard a pris le premier document, ses mains tremblantes. Alpha Holding LLC, dis-je. Enregistré le 1er août. Le bénéficiaire réel, caché derrière 2 sociétés écrans, est Marcus Donovan. Richard fixa la page. Alpha Holding? Je n'en ai jamais entendu parler. Moi non plus, jusqu'à ce que Frank commence à fouiller. J'ai placé un autre document devant lui. C'est une procuration falsifiée datée du 18 août. Elle prétend que j'ai autorisé le transfert de 3 propriétés d'une valeur de 18 millions de dollars à Alpha Holding. La mâchoire de Richard se serra. Tu n'as pas signé ça? Non. Howard l'a vérifié avec un expert en écriture. Le 18 août, j'étais à une réunion du conseil d'administration avec 40 témoins. J'ai glissé le 3e document vers lui. Voici le plan, Richard. Transférer les propriétés à Alpha Holding. Les utiliser comme garantie pour emprunter 15 millions de dollars. Au moment où nous découvririons la fraude, l'argent aurait disparu, viré sur des comptes offshore, et nous nous retrouverions avec rien d'autre que des dettes. Richard posa les papiers, son visage se durcissant. Mais ce n'est pas le pire, dis-je doucement. Je lui tendis le dernier document. C'est une projection que Barbara Simmons a préparée. Si Marcus et Nathalie avaient réussi, la banque aurait saisi les propriétés dans les 6 mois. L'entreprise se serait effondrée sous le poids de la dette, et toi, Richard, tu aurais été personnellement responsable de 12 millions de dollars parce que ton nom figure sur la garantie d'entreprise. Les yeux de Richard s'écarquillèrent. Quoi? Marcus t'a fait signer une garantie d'entreprise l'année dernière? Je dis, tu te souviens qu'il t'a dit que c'était de la paperasse de routine pour la nouvelle ligne de crédit. Le visage de Richard devint blanc. J'ai signé ça. Il a dit que c'était standard. Ce n'était pas le cas, dis-je. Marcus t'a piégé. Si ce plan avait fonctionné, tu te serais noyé sous les dettes pendant que lui et Nathalie disparaissaient avec 15 millions de dollars. Richard se leva brusquement, les poings serrés. Il allait me détruire. Oui. Richard arpentait la pièce, sa respiration haletante. Marcus, mon meilleur ami, il ne m'a pas seulement trahi. Il allait me ruiner. Je l'observais attentivement. Le chagrin était toujours là, mais maintenant, quelque chose d'autre montait. De la colère, de la détermination. Richard arrêta de faire les 100 pas et se tourna vers moi. Que faisons-nous? Nous les confrontons, dis-je. Ce soir, 22 heures, ici. Toi, Marcus. La voix de Richard était froide, maintenant contrôlée. Je veux l'entendre de sa bouche. Je veux qu'il me regarde dans les yeux et qu'il admette ce qu'il a fait. J'ai hoché la tête, puis j'ai appelé. Richard a sorti son téléphone. Ses mains étaient stables maintenant.
Il a composé. Marcus, dit Richard quand l'appel s'est connecté. Sa voix était glaciale. J'ai besoin de toi chez ma mère. 22 heures ce soir. C'est urgent. Il y a eu une pause. Je n'ai pas pu entendre la réponse de Marcus, mais j'ai vu la mâchoire de Richard se serrer. Non, dit Richard. Ça ne peut pas attendre. 22 heures, ne sois pas en retard. Il a mis fin à l'appel et m'a regardé. Il vient. Je me suis levé. Bien. Nous serons prêts. Le téléphone de Richard a vibré. Un texto de Marcus, en chemin. Dehors, les phares balayèrent l'allée. Il est en avance, dit Richard, la voix serrée. J'ai lissé mes mains sur ma jupe. Alors finissons en. Marcus est arrivé à 22 heures précises. J'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée, le bruit familier de son moteur audit fendant la nuit du désert. Richard se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il n'avait pas dit grand-chose depuis que je lui avais montré les documents une heure auparavant, la signature falsifiée, la société écran, le plan de siphonner 18 millions de dollars de la famille qu'il prétendait aimer. Maman, dit Richard doucement. Êtes-vous sûr de ça? J'ai hoché la tête. Je suis sûr. La sonnette a retenti. Frank Morrison, debout juste devant le bureau, m'a fait un petit signe de tête. Il était avec moi depuis 12 ans, et ce soir, il allait porter le coup de grâce. J'ai ouvert la porte moi-même. Marcus se tenait là en polo bleu marine et pantalon kaki, tenant une bouteille de vin, l'un des chers crus de Napa. Il en apportait toujours quand il venait nous rendre visite. Son visage était détendu, expectant. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Dorothy, dit-il chaleureusement. Merci de m'avoir invité. Richard a dit que vous vouliez parler. Entrez, dis-je. Il me suivit dans le bureau. Richard se détourna de la fenêtre, et le sourire de Marcus vacilla quand il vit l'expression de son meilleur ami, froide, plate, illisible. Rich, dit Marcus prudemment. Qu'est-ce qui se passe? Richard ne répondit pas. Il fouilla dans la poche de sa veste et sortit son téléphone. Il le posa sur le bureau, tapota l'écran et le tourna vers Marcus. La vidéo a joué. Elle était granuleuse, prise de l'autre côté d'un parking, mais les silhouettes étaient inimitables. Marcus et Nathalie debout entre deux voitures à Kiran Common. L'horodatage indiquait le 15 août, 19h58. Marcus se pencha, l'embrassa, sa main posée sur le creux de son dos. Nathalie sourit, dit quelque chose, et Marcus rit. La vidéo se termina. Marcus fixa l'écran, son visage se vidant de ses couleurs. Puis il leva les yeux vers Richard, et pour la première fois en 15 ans d'amitié, je vis la peur dans ses yeux. Rich, je ne. Ne me mens pas, dit Richard, sa voix calme et dure. Marcus expira lentement. Il posa la bouteille de vin sur la table d'appoint, se frotta le visage des deux mains, et finit par hocher la tête. D'accord, dit-il. D'accord. Oui, Nathalie et moi, nous nous voyons. Ça a commencé il y a environ 1 an. Je sais que c'était mal. Je sais que je t'ai trahi, mais Rich, tu dois comprendre, elle est venue me voir. Elle était seule. Tu travaillais toujours en voyage, et elle a juste. Arrête, dit Richard. Marcus s'arrêta. Richard me regarda. Je m'avançai, posant un dossier manie sur le bureau. Il ne s'agit pas seulement de l'affaire, Marcus, dis-je. Il s'agit de ce que tu as fait à mon entreprise, à ma famille. Marcus fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des documents de constitution et une procuration falsifiée portant ma signature. Alpha Holding LLC, dis-je. Enregistré au Delaware le 1er août. Vous êtes désigné comme membre gérant. L'entreprise a été créée pour détenir 3 propriétés d'une valeur de 18 millions de dollars. Des propriétés que vous comptez voler en falsifiant ma signature sur une procuration. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. C'est pas vrai. Je ne sais pas ce que votre. Ne m'insultez pas, dis-je froidement. J'ai des preuves. Frank Morrison entra dans la pièce.
Il portait une tablette et un petit enregistreur qu'il posa sur le bureau avec un soin délibéré. « Bonjour, Marcus, dit Frank. » Sa voix était calme, professionnelle. « Nous nous sommes déjà rencontrés à la fête de fin d'année de l'entreprise en décembre dernier. Je suis sûr que vous ne vous souvenez pas de moi. » Marcus le fixa, sans voix. Frank tapota la tablette. En janvier, Madame Blackwood a mis en œuvre une politique de surveillance des appareils d'entreprise. Tous les cadres ont signé l'accusé de réception, vous y compris. La politique permet à l'entreprise de surveiller l'activité sur les ordinateurs portables fournis par l'entreprise à des fins de conformité et de sécurité. Il tourna la tablette vers Marcus. Sur l'écran se trouvait un journal de connexion horodaté et détaillé. Votre ordinateur portable, continua Frank, a enregistré chaque frappe lorsque vous avez accédé à un compte de messagerie anonyme le 10 juillet. Ce compte a été utilisé pour autoriser un transfert de $50 000 des réserves juridiques de Blackwood Manufacturing à Blue Horizon Legal Service, une société écran enregistrée sous le nom de votre cousin au Delaware. Marcus ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Frank tapota à nouveau l'écran. Le 23 juillet, vous avez autorisé un autre versement de $75 000. Le 5 août, encore $75 000. Total, $200 000. L'argent a été acheminé via Blue Horizon vers Alpha Holding, puis transféré vers un compte offshore aux îles Caïmans. Nous avons gelé les comptes vendredi, ai-je dit. Le tribunal a émis une ordonnance de restriction temporaire sur la base des preuves recueillies par Frank. Vous ne verrez pas un centime de cet argent, Marcus. Le visage de Marcus s'effondra. Il s'affaissa sur la chaise, la tête dans les mains. Je t'ai fait confiance, dit Richard, la voix brisée. Tu étais mon meilleur ami, mon frère, et tu as essayé de nous détruire. Marcus leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Rich, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. J'ai juste. Vous avez deux choix, dis-je. Signez une démission de votre poste de directeur financier. Signez un accord de séparation avec Nathalie. Quittez l'Arizona dans les 48 heures, ou j'appelle le FBI et vous risquez 7 à 10 ans pour fraude électronique, faux et conspiration. Marcus me fixa, puis hocha la tête. Je vais signer, chuchota Teil. Frank glissa les papiers sur le bureau. Marcus signa, puis partit. Richard resta seul dans le bureau, les larmes aux yeux. Maman, dit-il doucement. Pourquoi les gens en qui nous avons confiance nous trahissent-ils toujours? Je n'ai pas répondu. À 23 heures, Nathalie est rentrée, ses talons claquant sur le sol en marbre. Richard et moi étions assis dans le salon, attendant. Frank Morrison se tenait près de l'escalier, silencieux. Nathalie apparut dans l'embrasure de la porte, son sac à main sur l'épaule. Elle portait un manteau gris pâle, ses cheveux tirés en arrière. Elle se figea quand elle nous vit. Richard. Sa voix était incertaine. Tu es là. La voix de Richard était plate. Je sais tout, Nathalie. Son sourire vacilla. Quoi? Qu'est-ce que tu sais? Nous venons de parler avec Marcus, dis-je calmement. Le visage de Nathalie pâlit. Le sac à main glissa de son épaule. Elle s'effondra dans le fauteuil, ses mains agrippant les accoudoirs. Je peux expliquer. Expliquer quoi? La voix de Richard se brisa. L'affaire. Le plan pour voler 18 millions de dollars. Licencier Samuel pour couvrir vos traces. Les yeux de Nathalie se remplirent de larmes. Vous devez comprendre ce mariage. Je n'étais pas heureuse. Richard, tu n'étais jamais à la maison. C'était toujours le travail. Je me sentais invisible. Alors, tu as choisi de me détruire, dit Richard amèrement. Nathalie secoua la tête. Non, ce n'était pas comme ça. Marcus, il me comprenait. Il écoutait. Et puis il m'a parlé du plan. Il a dit que nous pourrions être ensemble. Il a dit que nous pourrions avoir un avenir. Alors, tu blâmes Marcus? La voix de Richard monta. Nathalie sanglotait. Il ne m'a pas forcé, mais il a fait en sorte que ça paraisse si facile. Il a dit que Dorothy ne le remarquerait jamais. Il a dit que l'entreprise avait tellement d'argent que personne ne s'apercevrait de la perte de quelques propriétés.
Je me penchai en avant. Tu ne pensais pas que ça ferait de mal à qui que ce soit, Nathalie? Tu as conspiré pour falsifier ma signature. Tu as créé une entreprise frauduleuse. Tu as renvoyé un homme innocent. Tu as menti à mon fils pendant des mois. Nathalie me regarda, la panique dans les yeux. S'il vous plaît, maman. Je suis désolé. J'ai fait une terrible erreur. Mais s'il vous plaît, ne me détruisez pas. Je posai un chèque sur la table basse. 50 000 $. Nathalie le fixa. Puis quelque chose changea dans son expression. De la colère. 50 000 $, dit-elle sèchement. C'est tout après 7 ans de mariage? Après 7 ans de mensonges, corrigea Richard froidement. Nathalie l'ignora, ses yeux fixés sur moi. Vous valez des centaines de millions, Dorothy, et vous m'offrez 50 000 $. C'est insultant. Je me penchai en avant, ma voix glaciale. Vous avez raison. C'est insultant. Tout comme falsifier ma signature. Tout comme coucher avec le meilleur ami de mon fils. Tout comme comploter pour voler 18 millions de $ à la famille qui vous a accueilli. J'ai pris mon téléphone. J'ai le procureur à composition rapide. Un appel et vous serez arrêté dans l'heure. Prise d'empreinte, photo d'identité judiciaire, incarcéré à la prison du comté de Maricopa. Votre visage sera sur toutes les chaînes d'information dès demain matin. Le visage de Nathalie se vida de ses couleurs. Ces 50 000 $ ne sont pas un cadeau, poursuivis-je. C'est un coup de pouce. De l'argent pour un billet d'avion, de l'argent pour le loyer pendant que vous décidez quoi faire, de l'argent pour vous aider à disparaître avant l'arrivée de l'assignation. Je glissai les papiers du divorce sur la table. Si vous restez pour vous battre pour les actifs, si vous essayez de réclamer une pension alimentaire ou la maison, je vous détruirai. Vous vous retrouverez sans rien et avec un casier judiciaire. Nathalie fixait les papiers, le souffle court. Vous avez deux options, dis-je. Prenez les 50 000 $, signez les papiers du divorce, renoncez à tous les biens matrimoniaux, quittez l'Arizona dans les 72 heures, ou refusez, et j'appelle le procureur tout de suite. Vous serez arrêté ce soir. Vous passerez le week-end en prison. Je me suis penché plus près. Mais voici ce que je veux que vous compreniez, Nathalie. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agissait jamais d'argent. Il s'agit d'honneur. Il s'agit d'intégrité. Il s'agit du genre de personne que vous choisissez d'être quand personne ne regarde. J'ai fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Vous avez choisi la tromperie. Vous avez choisi l'avidité. Vous avez choisi la trahison. Et ces choix ont des conséquences. Mon fils méritait mieux que vous. Il méritait l'honnêteté. Il méritait la loyauté. Il méritait une partenaire qui se tiendrait à ses côtés, pas quelqu'un qui le vendrait pour de l'argent, et un homme qui n'a jamais été digne de l'un ou l'autre de vous. Les mains de Nathalie tremblèrent alors qu'elle prenait le stylo. Des larmes tombèrent sur les pages alors qu'elle signait. J'ai placé le chèque devant elle. C'est votre dernière chance, Nathalie. Utilisez-la sagement. Elle se leva, serrant le chèque et les papiers. Elle ne regarda pas Richard. Elle ne me regarda pas. Elle marcha vers la porte, c'est pas incertain. Nathalie, ai-je appelé? Elle s'arrêta, le dos tourné vers nous. 72 heures, dis-je. Si vous êtes toujours en Arizona après cela, je vous ferai arrêter. Comprenez-vous? Elle hocha la tête sans se retourner. Puis elle ouvrit la porte et disparut dans la nuit. La pièce était silencieuse, sauf la respiration de Richard. Il s'assit lentement, la tête dans ses mains. Maman, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Non, mon fils. Tu m'as toujours. Tu as toujours cette famille et tu as toujours ton intégrité. C'est plus que Nathalie n'aura jamais. Il s'appuya contre moi, son corps tremblant. Dehors, la nuit du désert s'étirait à l'infini. La bataille était terminée, mais les blessures prendraient du temps à guérir. Le lundi matin est arrivé avec la clarté fragile d'un lever de soleil dans le désert. À 9 heures, je suis entré dans le bureau de Howard Brennan, au centre-ville de Phoenix. La salle de conférence était prête. Papier de divorce, documents de démission et 2 enveloppes scellées contenant des chèques de règlement. Howard s'est levé à mon entrée.
Tout est préparé, Dorothy. Nathalie est dans la salle d'attente. J'ai hoché la tête. Commençons. Nathalie est entrée un instant plus tard. Son visage était pâle, ses yeux rouges et gonflés. Elle s'est assise en face de moi sans un mot. Howard a glissé les documents sur la table. Mademoiselle Prescott, voici les papiers du divorce. Vous renoncerez à tous les biens matrimoniaux. Ce deuxième document est un accord de non-contact. Vous ne pouvez pas contacter Richard Blackwood, Dorothy Blackwood ou tout membre de la famille Blackwood. La violation de cet accord entraînera des poursuites pénales immédiates pour fraude et conspiration. Nathalie a pris le stylo, sa main tremblante. Elle a signé chaque page sans les lire. J'ai posé l'enveloppe sur la table. 50 000 $. Utilisez-le pour construire une vie meilleure. Ne le gaspillez pas. Nathalie a levé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Merci, Madame Blackwood. Je suis désolé. J'ai soutenu son regard. Vous avez fait vos choix, Nathalie. Maintenant, vous devez vivre avec. Elle s'est levée, serrant l'enveloppe, et est partie sans se retourner. À 10 heures, Marcus est arrivé. Il portait un costume, son expression était réservée. Il s'est assis sur la même chaise que Nathalie avait occupée 1 heure plus tôt. Howard a répété le processus. Monsieur Donovan, ceci est votre démission de votre poste de directeur financier de Blackwood Manufacturing. Vous ne recevrez aucune indemnité de départ. Vous pouvez récupérer vos effets personnels au bureau aujourd'hui. Ce deuxième document est un accord de non-contact avec les mêmes termes que celui de Mademoiselle Prescott. Marcus a signé rapidement, la mâchoire serrée. Howard a continué, vos comptes bancaires resteront gelés jusqu'à ce que l'affaire Alpha Holding soit résolue. Le tribunal déterminera la restitution pour les 200 000 $ que vous avez détournés. Marcus n'a rien dit. Je me suis penché en avant. Marcus, je vous considérais autrefois comme de la famille. Je vous ai accueilli chez moi. Je vous ai fait confiance avec mon entreprise. Maintenant, je ressens plus de déception que de colère. Marcus m'a finalement regardé. Sa voix était rauque. Je suis désolé, Madame Blackwood. J'espère que vous l'êtes, dis-je doucement, parce que vous porterez cela avec vous pour le reste de votre vie. Marcus s'est levé, les épaules affaissées, et est sorti. À 10h30, Howard a posé le dernier document devant moi. Pétition pour annuler la procuration falsifiée. Je déposerai ceci au tribunal cet après-midi. J'ai signé mon nom d'une main ferme, et Alpha Holding. Je l'ai. Howard a confirmé que les actifs seraient de nouveau sous votre contrôle dans les 30 jours. J'ai hoché la tête. Merci, Howard, pour tout. Je suis retourné au bureau de Blackwood Manufacturing juste avant 11 heures. Barbara Simmons m'attendait dans mon bureau, son expression calme mais alerte. C'est fait, dis-je. Convoquez une réunion du personnel senior. J'ai une annonce à faire. 10 minutes plus tard, je me tenais dans la salle de conférence devant 20 employés. Leur visage était tendu, incertain. Je tiens à vous informer que Marcus Donovan a démissionné de son poste de directeur financier avec effet immédiat, ai-je dit. Derek Walsh, notre responsable des ressources humaines, a également été licencié pour violation de la politique. Barbara Simmons occupera le poste de directrice financière par intérim pendant que nous recherchons un remplaçant permanent. Il y eut un murmure de surprise choquée, mais personne ne posa de questions. J'avais gardé un ton professionnel, factuel. Les détails, la douleur de Richard, la trahison, la conspiration resteraient privés. Merci à tous pour votre dévouement continu, ai-je conclu. Nous irons de l'avant ensemble. De retour dans mon bureau, je me suis assise à mon bureau et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro de Samuel Brooks. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Madame Blackwood. Samuel, dis-je, pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? J'ai une offre pour vous. Il y eut une pause. Bien sûr. Quelle heure? 14 heures, dis-je. Et Samuel, merci pour votre honnêteté, pour votre courage. Vous avez sauvé cette famille. Sa voix s'adoucit. Je suis juste content d'avoir pu aider, madame. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé par la fenêtre la skyline de Phoenix.
La bataille était terminée. Nathalie était en route pour la Californie. Marcus partirait pour le Texas dans les 48 heures. Mais le vrai travail de reconstruire la confiance, guérir les blessures de Richard ne faisait que commencer. À 14 heures, Samuel Brox est arrivé au bureau de Blackwood Manufacturing. Il portait sa plus belle chemise et un pantalon pressé, ses mains tripotant un dossier, preuve de son historique d'emploi, de ses certifications de jardinier, de son casier vierge. Je l'ai rencontré à la réception. Samuel, merci d'être venu. Bien sûr, Madame Blackwood. Je l'ai conduit à mon bureau et lui ai fait signe de s'asseoir. Veuillez vous asseoir. Il s'assit, le dos droit, les mains agrippant le dossier. J'ai croisé les mains sur le bureau. Samuel, vous avez sauvé cette famille. Sans votre honnêteté, nous aurions tout perdu. Marcus et Nathalie auraient volé 18 millions de dollars et nous nous serions retrouvés sans rien. Samuel secoua la tête. Je faisais juste ce qui était juste, madame. C'est exactement pourquoi vous êtes ici. Je glissai un dossier sur le bureau. Je vous offre un poste de gestionnaire immobilier. Vous superviserez nos 3 plus grands biens immobiliers, les mêmes propriétés que Marcus a tenté de voler. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent. Le salaire est de 75 000 dollars par an, 3 fois ce que vous gagnez comme jardinier. Vous recevrez également une prime de 20 000 dollars en compensation de votre licenciement injustifié. Assurance maladie complète pour votre famille, médicale, dentaire, visuelle, congés payés, plan de retraite. Vous commencez lundi prochain. Samuel fixa les papiers, ses mains tremblantes. Des larmes lui montèrent aux yeux. Madame Blackwood, je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Il leva les yeux, sa voix rauque. Oui. Oui, bien sûr. Merci. Je me suis levé et j'ai tendu la main. L'honnêteté et l'intégrité sont rares, Samuel. J'ai besoin de gens comme vous. Il se leva et me serra la main, des larmes coulant sur son visage. Je ne vous décevrai pas, madame. Je sais que non. Maintenant, rentrez chez vous et racontez la bonne nouvelle à votre femme. Il quitta le bureau avec un sourire que je n'avais pas vu depuis 2 mois. 3 jours plus tard, un jeudi après-midi, Samuel est revenu, mais cette fois il n'était pas seul. Mon assistante a frappé. Madame Blackwood, Samuel Brox est là. Il a amené sa famille. J'ai souri. Faites-les entrer. Samuel est entré le premier, sa main guidant une petite femme aux yeux gentils. Derrière elle se trouvaient 2 enfants, une fille d'environ 8 ans aux cheveux tressés et un garçon d'environ 6 ans serrant un camion jouet. Madame Blackwood, dit Samuel fièrement. Voici ma femme, Maria, et nos enfants, Sophia et Daniel. Maria s'avança, tendant la main. Madame Blackwood, merci. Samuel nous a tout raconté. Nous sommes si reconnaissants. Je lui serrai la main. Samuel a mérité cela. Le petit Daniel a tiré sur la main de sa mère. Maman, c'est là que papa travaille maintenant? Maria a souri. Oui, mon chou. Je me suis agenouillé. Voudrais-tu voir où ton papa va travailler? Ses yeux s'écarquillèrent. Il hocha la tête. Je les ai conduits au bureau de gestion immobilière, un espace d'angle avec de grandes fenêtres donnant sur le centre-ville de Phoenix. Le bureau était déjà aménagé, ordinateur, téléphone, une plaque nominative indiquant « Samuel Brox, directeur immobilier ». Samuel s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, fixant l'endroit. « C'est le vôtre, dis-je. » Il est entré, passant lentement la main sur le bureau. Maria se tenait à côté de lui, la main sur son épaule. Sophia a levé les yeux vers moi. « Papa est vraiment responsable de tous ces bâtiments? » Oui, dis-je. 3 propriétés très importantes. Samuel s'est tourné vers moi, les yeux humides. Madame Blackwood, je ne sais pas comment vous remercier. Vous l'avez déjà fait. Vous avez dit la vérité quand c'était le plus important. Maria s'essuya les yeux. Nous avons eu si peur ces 2 derniers mois. Samuel ne trouvait pas de travail. Nous avions du retard sur le loyer. Je ne savais pas comment nous allions nourrir les enfants. Et maintenant? Elle regarda autour du bureau, bouleversée. Maintenant, vous êtes en sécurité, dis-je. Et Samuel a un avenir ici.
Daniel a tiré sur ma manche. Mademoiselle Dorothy, vous êtes la patronne de tout le monde? J'ai ri. Je suppose que oui. Alors vous êtes vraiment gentille, dit-il sérieusement. Mon papa a dit que vous êtes la plus gentille des patrons du monde entier. J'ai jeté un coup d'œil à Samuel, qui a souri timidement. Votre papa est plutôt spécial aussi, dis-je à Daniel. Alors qu'il partait cet après-midi-là, Sophia sautillant devant, Daniel serrant son camion, Maria tenant la main de Samuel. Je les ai vus disparaître dans l'ascenseur. Barbara Simons est apparue à côté de moi. C'était une bonne chose que tu aies faite, Dorothy. C'était la bonne chose, dis-je. Ce soir-là, j'ai trouvé Richard dans le bureau. Il était assis dans le fauteuil, tenant une vieille photographie de lui et Marcus à leur remise de diplôme universitaire il y a 15 ans. Je me suis assis à côté de lui. Tu as regardé ça toute la journée. Richard posa la photo. Comment faire confiance à nouveau, maman? J'ai pris sa main. Tu commences par te souvenir des gens qui ne t'ont pas trahi. Samuel a tout risqué pour dire la vérité. Howard a travaillé jour et nuit pour protéger cette famille. Frank a enquêté sans hésitation. Barbara a fait fonctionner l'entreprise. Ce sont les gens dans ta vie, Richard. Richard était silencieux. Mais comment savoir à qui faire confiance? Tu observes leurs actions, dis-je, pas leurs paroles. Samuel aurait pu rester silencieux. Il ne l'a pas fait. C'est ça le caractère. Richard hocha la tête lentement. Je veux me concentrer sur l'entreprise. Prouver que je peux diriger. J'ai serré sa main. Tu l'as déjà fait, mon fils. Tu as affronté la vérité quand ça faisait le plus mal. Un petit sourire se forma, le premier que j'ai vu depuis des jours. Nous allons nous en sortir, dis-je. Ensemble. Ensemble, répéta-t-il. Dehors, le désert, le soir, peignait le ciel d'orange et de violet. Et pour la première fois depuis ce lundi matin, je ressentais de l'espoir. 1 an plus tard, septembre est arrivé avec la même chaleur sèche qui avait marqué le début de tout. Je me tenais dans la salle de conférence de Blackwood Manufacturing, regardant les visages de mon personnel de direction. La salle était pleine, 25 employés, tous me regardant avec des expressions de fierté tranquille. Il y a 1 an, cette entreprise était au bord de l'effondrement. Marcus Donovan et Nathalie Prescott avaient conspiré pour voler 18 millions de dollars d'actifs. Mon fils avait été trahi par son ami le plus proche et sa femme. J'avais failli perdre tout ce que j'avais construit. Aujourd'hui, nous célébrions. Bonjour à tous, ai-je commencé. Je tiens à commencer par remercier chacun d'entre vous pour une année extraordinaire. Notre chiffre d'affaires a augmenté de 25%. Nous avons décroché 3 contrats majeurs avec des clients en Californie et au Nevada. Nous avons étendu nos opérations et embauché 15 nouveaux employés. Ce succès vous appartient à tous. Il y eut des applaudissements. J'ai souri. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer 2 promotions, ai-je poursuivi. Premièrement, Richard Blackwood a été promu directeur des opérations. Il supervisera toutes les opérations quotidiennes et dirigera nos initiatives de planification stratégique. Plus d'applaudissements. Richard se leva de son siège près de l'avant, hochant la tête humblement. Il avait changé au cours de l'année passée. La douleur de la trahison l'avait affûté, le rendant plus perspicace, plus prudent. Il ne faisait plus confiance aveuglément. Il vérifiait tout. Deuxièmement, ai-je dit, j'ai l'honneur de remettre notre prix de l'employé de l'année à Samuel Brox, directeur immobilier. La salle éclata en applaudissements. Samuel se leva, le visage rougi de surprise et de fierté. Il marcha vers l'avant, me serrant la main alors que je lui remettais la plaque gravée. Samuel, dis-je, me tournant pour m'adresser à la salle, est venu me voir il y a 1 an avec des informations qui ont sauvé cette entreprise. Il avait été injustement licencié pour avoir dit la vérité. Aujourd'hui, il supervise un portefeuille immobilier d'une valeur de plus de 20 millions de dollars. Son intégrité, son honnêteté et son dévouement sont les qualités que nous valorisons le plus chez Blackwood Manufacturing. La voix de Samuel était empreinte d'émotion. Merci, Madame Blackwood. Merci à tous. Je suis juste reconnaissant pour cette seconde chance. L'intégrité compte. Faire ce qui est juste compte.
Je suis fier de faire partie de cette équipe. Les applaudissements se sont poursuivis alors que Samuel retournait à son siège. Après la réunion, Richard m'a suivi dans mon bureau. Il a fermé la porte derrière lui et s'est assis en face de mon bureau. « Félicitations, directeur des opérations », ai-je dit avec un sourire. Il a souri en retour, mais il y avait quelque chose de sérieux dans ses yeux. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi à cette année écoulée. » J'imagine que oui. J'ai appris à construire des équipes différemment maintenant, dit-il. Je ne fais pas confiance aux gens simplement parce qu'ils sont amicaux ou parce qu'ils sont là depuis longtemps. Je vérifie les références. Je vérifie les antécédents. Je suis attentif aux signaux d'alarme. La confiance doit se gagner par les actions, pas par les mots. J'ai hoché la tête. C'est de la sagesse, Richard. Durement acquise, mais réelle. Marcus m'a appris une leçon douloureuse, dit-il doucement. Mais ça m'a rendu plus fort. Je sais qui je suis maintenant. Je sais de quoi je suis capable. Tu es devenu le leader que j'ai toujours su que tu pouvais être, dis-je. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je pense encore à lui parfois. Et à Nathalie. Mais il ne me manque pas. Ce qui me manque, ce sont les versions d'eux que je pensais qu'ils étaient. Ils ont fait leur choix, dis-je. Et nous avons fait les nôtres. Nous avons choisi l'honnêteté. Nous avons choisi l'intégrité. Et regarde où nous en sommes maintenant. Richard hocha la tête. Je suis fier de ce que nous avons construit. Moi aussi. Après le départ de Richard, je me suis assise seule dans mon bureau, regardant la skyline de Phoenix. Barbara Simons était devenue l'une de nos dirigeantes les plus fiables. Howard Brennan continuait à nous servir de conseiller juridique. Frank Morrison s'occupait toujours des enquêtes sensibles si nécessaire. Samuel Brox avait dépassé toutes les attentes. Les bonnes personnes étaient restées. Les mauvaises étaient parties. J'ai repensé à ce lundi matin il y a 1 an. Le trajet en VTC. La voix nerveuse de Samuel. Les mots qui avaient tout changé. Madame Blackwood, je pense que vous devriez savoir quelque chose sur votre belle-fille. J'avais bâti mon empire sur 2 principes. Faire confiance à son instinct et tout vérifier. Aujourd'hui, je savais que j'avais eu raison. Dimanche soir, le calme s'installe sur Paradise Valley avec le bourdonnement discret des cigales et la lumière déclinante du désert d'Arizona. Je suis assise à mon bureau dans le bureau, le même bureau où j'ai planifié la confrontation avec Marcus et Nathalie il y a 1 an. Ce soir, la pièce semble différente, paisible. J'ouvre mon journal en cuir et je débouche mon stylo. 15 septembre, 1 an depuis le début de la crise. Richard est devenu un homme que je reconnais à peine, plus fort, plus sage, plus prudent. Il ne cherche plus de relations amoureuses. Il dit qu'il est complet par lui-même, qu'il a besoin de se prouver qu'il peut diriger sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le valider. Je suis fier de lui. La douleur lui a appris ce que le confort n'aurait jamais pu. Je fais une pause, regardant par la fenêtre le ciel qui s'assombrit. Samuel Brox a tout risqué pour dire la vérité. Il a perdu son emploi, ses revenus, son sentiment de sécurité. Aujourd'hui, il est directeur immobilier, supervisant un portefeuille d'une valeur de 20 millions de dollars. Sa famille est stable. Son intégrité n'a jamais faibli. Je suis reconnaissante chaque jour qu'il soit monté dans ce VTC et m'ait dit ce qu'il savait. Je tourne la page. Quant à Marcus et Nathalie, je ne suis plus en colère. Je ne ressens que de la pitié. Ils ont choisi le gain à court terme plutôt que l'intégrité à long terme. Ils pensaient pouvoir construire une vie sur des mensonges et du vol. Maintenant, Marcus est au Texas, occupant un poste de comptable de niveau intermédiaire. Nathalie est en Californie, seule. Ils ont perdu tout ce qui comptait, la confiance, la famille, le respect. Je leur pardonne. Pas pour eux, mais pour moi. La colère est un poids que je n'ai pas besoin de porter. Je regarde la photographie sur mon bureau. Ce n'était pas l'ancien portrait de famille avec Richard, Nathalie et Marcus. Celui-là avait été décroché il y a des mois. Cette photographie est nouvelle. Prise au pique-nique d'été de l'entreprise il y a 3 mois. Elle me montrait, Richard, Samuel, Maria, la femme de Samuel, et leurs 2 jeunes enfants, Sophia, 8 ans, et Daniel, 6 ans.
Nous sourions tous, debout sous un ciel gris de mousson, des assiettes en carton de barbecue à la main. La famille, ce n'est pas seulement le sang, pensais-je. C'est la loyauté. C'est l'amour. C'est se tenir ensemble quand tout s'effondre. La sonnette a retenti. J'ai fermé le journal et j'ai marché vers la porte d'entrée. Richard se tenait sur le porche, vêtu de manière décontractée d'un jean et d'une chemise boutonnée. « Maman », dit-il avec un sourire. Samuel nous a invités à dîner chez lui. Maria a fait des tamales. J'ai souri en retour. Ça a l'air merveilleux. Richard est entré, son expression devenant sérieuse. Je veux te remercier, maman, de m'avoir appris que la vérité fait toujours mal, mais qu'elle est meilleure qu'un doux mensonge. J'ai détesté apprendre ce que Marcus et Nathalie avaient fait, mais tu m'as forcé à y faire face, et ça m'a sauvé. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. Tu as appris à la dure, mais tu as appris. Oui, dit-il doucement. Et je vous suis reconnaissant, à vous, à Samuel. À tous ceux qui nous ont soutenus. Moi aussi, dis-je. Nous sommes allés à la voiture ensemble tandis que Richard nous conduisait à travers les rues calmes de Paradis Valley vers la maison de Samuel. J'ai pensé à l'année passée, à la trahison, à la confrontation, aux batailles juridiques, à la douleur, mais aussi au rétablissement, aux promotions, aux récompenses, à la loyauté de gens comme Samuel, Barbara, Howard et Frank. Richard m'avait demandé une fois, comment faire confiance à nouveau? La réponse, je le réalise maintenant, n'était pas d'arrêter de faire confiance. C'était de faire confiance sagement, de vérifier, d'observer les actions, pas seulement les mots, de valoriser l'intégrité avant tout, et de se souvenir que la confiance ne consiste pas à ne jamais être blessé. C'est de savoir qui se tiendra toujours à vos côtés quand la douleur viendra. Et alors que la nuit du désert tombait sur Paradis Valley, Dorothy Blackwood ferma son journal, sachant que la trahison avait testé sa famille, mais ne pouvait pas les vaincre. Parce qu'au final, la confiance ne consiste pas à ne jamais être blessé. C'est de savoir qui se tiendra toujours à vos côtés quand la douleur viendra. En repensant à tout ce qui s'est passé, je réalise à quel point j'ai failli perdre non seulement ma fortune, mais mon fils. Les histoires de drames familiaux comme la mienne nous apprennent que la trahison vient souvent de ceux en qui nous avons le plus confiance. Je veux partager cela avec vous. Ne soyez pas comme moi. Ne faites pas confiance aveuglément, même si quelqu'un fait partie de votre famille depuis 15 ans.